It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Le 13 novembre dernier, Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis. Et dans la tête de beaucoup de Français, ça a donné ça. Bert is a very, very careful fellow. When there's danger, this is the way he keeps from being hurt. On me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français? On peut spéculer et céder à la panique, mais il est vrai que le président élu n'a pas toujours été très clair sur sa politique étrangère. President Obama entered the United States into the Paris Climate Accords, unilaterally and without the permission of Congress. This agreement gives foreign bureaucrats control over how much our energy and how much we use right here in America. So foreign bureaucrats are going to be controlling what we're using and what we're doing on our land in our country. No way. Bon, depuis son élection, Trump semble plus modéré et on a ouï dire que les États-Unis ne s'apprêteraient pas à sortir de l'accord de Paris sur le climat. Alors on souffle? Ben, pas vraiment. En regardant la retranscription intégrale de l'entretien du New York Times avec Trump, on se rend compte que M. Trump ne changera probablement pas d'avis. Et pour ajouter de l'huile sur le feu, il nomme à la tête de l'Agence de l'environnement un climato-sceptique. Ben voyons. Des énergies fossiles à la protection de l'environnement. Un grand écart que s'apprête à faire Scott Pruitt, annoncé comme futur patron de l'Agence de protection de l'environnement américaine. L'actuel procureur général de l'Oklahoma a pourtant passé la majeure partie de sa carrière à lutter contre cette agence. Il est aussi l'un des plus virulents détracteurs du plan climat de l'administration Obama. Cette nomination est donc une très mauvaise nouvelle pour les écologistes. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Mais l'accord de Paris, c'est quoi au juste? Les objectifs sont simples. Contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et, si possible, limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Pour entrer en vigueur, il fallait qu'au moins 55 pays ratifient l'accord d'ici le 4 novembre 2016. À ce jour, ce ne sont pas moins de 114 pays qui l'ont fait, ce qui correspond à près de 79% des émissions de gaz à effet de serre globales. C'est tout de même pas mal. Tout ça c'est bien joli, mais cet accord a tout de même un bémol et il n'est pas petit. Sur la COP21, Ségolène Royal, est-ce qu'il n'y a pas un problème de la COP21 qui est qu'en fait, cet accord, très très bien, mais il n'y a aucune sanction si un pays n'applique pas? Parce qu'il y a un problème de base dont on parle très peu. Si un pays n'applique pas la sanction, la diminution des effets de serre des gaz, tout ça, il n'y a aucune sanction. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, il n'y a pas de sanction parce qu'on ne va pas mettre en place des tribunaux, condamner des États. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. Pas d'amende ni de mesures de rétorsion, ben voyons. Alors oui, Trump ne pourra pas sortir les États-Unis de l'accord de Paris durant son mandat, mais rien ne l'oblige à y participer. Et ça, c'est sans compter l'influence que pourraient avoir les États-Unis sur des pays comme l'Inde. Après tout, si le leader de ce monde trouve que le climat est une foutaise, pourquoi se pénaliser? When I heard that we were first going into Iraq, some very smart people told me, well, we're actually going for the oil. And I said, all right, I get that. There's nothing else. I get it. We didn't take the oil. 1.5 trillion, we should take it and pay ourselves back. What are we doing? What are we doing? Le fric est toujours le fric. Il fallait s'y attendre, Donald Trump est un homme d'affaires et sa vision internationale est basée sur le système des transactions. Si vous payez, on vous aide. Si vous ne payez pas, on ne vous aide pas. Et cette vision est aussi très impérialiste. Il y a du pétrole, on fait tout péter et on se fait du fric. Le problème avec ça, ça crée des conflits. Et qui dit conflit, dit guerre. Et qui dit guerre, dit migration. Alors oui, la guerre est inévitable. Pourquoi? Parce que l'argent domine ce monde. Et on vous explique ça en moins de 2 minutes chrono.
Regardons l'Ukraine, en conflit depuis 2014, prise en étau entre la Russie et l'Europe. Quoi de plus logique pour un territoire traversé par des gazoducs qui transportent 60% du gaz russe consommé par les Européens. Une Ukraine qui voulait un rapprochement de l'Union européenne. Une décision qui n'a pas plu à Vladimir Poutine qui veut se rapprocher des pays anciennement soviétiques. La suite on la connaît. Et c'est la guerre. Le Qatar aimerait lui aussi vendre son gaz naturel sur le marché européen. Mais il faut passer par la Syrie et le président Bachar el-Assad penche plutôt pour un projet de pipeline russe. Le Qatar finançant à hauteur de 3 millions de dollars l'opposition syrienne en a donc profité pour ajuster les revendications des rebelles. Le passage d'un gazoduc qatari y est clairement mentionné. Et à tout ce chaos s'ajoute Monsieur Trump. Nous les protégeons à grand renfort de troupes et de matériel militaire et ils arnaquent les États-Unis. Je ne veux pas de ça. Soit ils payent davantage, y compris pour leurs insuffisances passées, soit ils partent. Et si ça mène à un éclatement de l'OTAN, eh bien ça mène à un éclatement de l'OTAN. Donald Trump a bien raison, la plupart des pays membres ne paient pas leur juste part à l'OTAN. Et pour lui, en cas de conflit, l'intervention des États-Unis ne se fera que pour les pays qui ont bien respecté leurs obligations. Ceci affaiblit l'OTAN et plus particulièrement les anciens pays de l'URSS qui sont toujours sous le radar de Poutine. Si Trump s'associe à Poutine, les pays membres devront se plier à ses demandes pour éviter une troisième guerre mondiale. Un pays comme la France qui soutenait la lutte contre Bachar el-Assad devra plier bagages et changer de camp. L'Ukraine ne sera alors qu'un dommage collatéral pour sauver la Syrie et la migration continuera. Mais la question est, est-ce que Poutine s'arrêtera là ? À tout cela s'ajoute la vision impérialiste qu'a Trump au regard de l'Irak. S'il y a du pétrole, on fait tout péter. Mais les Irakiens ne se laisseront certainement pas faire. Et qui dit guerre, dit migration. Et que dire de la prolifération des armes nucléaires ? Trump a dit à multiples reprises ne plus vouloir protéger des pays comme le Japon et la Corée du Sud en les encourageant à développer leurs propres armes nucléaires. Ceci ne déplaira certainement pas à Kim Jong-un. Concernant le commerce, je vais notifier notre intention de nous retirer du partenariat transpacifique, un désastre potentiel pour notre pays. À la place, nous négocierons des accords commerciaux bilatéraux justes qui ramèneront les emplois et l'industrie en Amérique. L'Amérique avant tout. Au diable les accords internationaux. Donald Trump proclame une politique protectionniste et ce discours résonne et pas que chez les Américains. Nous avons un parti à tirer de cela. Depuis 1949 et la constitution de l'OTAN, la France a à multiples reprises essayé de créer un pilier européen de défense. C'est une occasion unique pour l'Europe de prendre ses responsabilités et de tirer avantage des réticences de Donald Trump. On pourrait dire la même chose en matière commerciale, la même chose sur les conflits. Nous avons des contributions à apporter pour orienter la présidence Trump et tirer parti de ses positions. Eh ben oui, il fallait s'y attendre. Depuis le Brexit, le protectionnisme a le vent en poupe. Alors que certains, comme Dominique de Villepin, prônent un renforcement de l'Europe, d'autres voudraient plutôt renforcer les frontières de la France. Dans ce contexte de climat international de protectionnisme, quand on connaît l'influence des États-Unis sur le monde, on pourrait se demander si la politique nationaliste de M. Trump ne pourrait pas influencer la France à faire de même.